Julia Montfort, bonjour. Bonjour, Cet exemple, ça vous parle, oui. vous qui avez écrit Carnet de solidarité, paru aux éditions Payot. Vous avez écrit ce livre, vous avez reçu Abdelak, donc vous êtes sorti de votre rôle de journaliste, un peu reculon, mais vous êtes sorti quand même de ce rôle, pour écrire ce témoignage. Qu'est-ce qui vous a poussé à faire ça? Au départ, Abdelak devait rester une semaine à la maison, donc ça devait être presque anecdotique. Et puis finalement, il est resté 1 an et demi. Et au fil du temps, j'ai réalisé que mon regard sur l'exil a changé. Parce qu'être confronté à ces histoires d'exil au petit déjeuner chaque matin et être confronté eh bien, à la tristesse et à la solitude d'un être humain sous votre toit, je peux vous dire que ça ébranle, ça bouscule et ça fait réfléchir. Et donc je me suis dit, au bout de quelques mois, si je remettais ma casquette de journaliste pour raconter cette histoire personnelle, parce que je crois qu'elle a une valeur universelle. Les émotions qui ont jalonné mon expérience d'accueil, quelques craintes, par exemple, au départ, et puis ensuite une immense joie. Et puis petit à petit, j'ai réalisé que ça m'avait fait beaucoup de bien. Et bien, je me suis dit que peut-être le fait de partager cela, ça avait valeur d'information et ça pourrait peut-être éclairer certaines personnes. Alors, ce que ça éclaire, en tout cas, c'est que c'est pas une expérience isolée. Il y a nombre de personnes qui pratiquent cette solidarité et cet accueil, et dans tous les milieux. Absolument. C'est ce qu'on découvre dans votre livre. C'est aussi pour ça que j'ai souhaité écrire ce livre et partir enquêter sur ce sujet, parce que j'ai découvert des poches de solidarité un petit peu partout en France. Et ça, c'est une information assez méconnue, parce que les gens qui tendent la main ou qui ouvrent leurs portes sont plutôt humbles et discrets. Oui, alors voilà. là, on voit Marie-France Cohen, qui, elle, on peut le dire, est d'un milieu très aisé. Très aisé, absolument. Elle vit à 2 pas des Invalides, dans un hôtel particulier qu'elle a choisi de partager avec Mohamed Ewaz, qui est un réfugié Hazara, une minorité persécutée en Afghanistan notamment. Elle a eu au départ quelques questionnements vis-à-vis de cette cohabitation, et puis finalement tout s'est extrêmement bien passé, et puis ils sont toujours en relation très, très proche. Il fait partie de la famille aujourd'hui, Mohamed. Et son propre fils, le fils de Marie-France, a écrit un livre sur l'expérience de sa mère, sur Benoît Cohen a écrit Mohamed, ma mère et moi, parce que lui, lorsqu'il a su que sa maman allait héberger un migrant, comme on les appelle communément, il a pris un avion depuis New York, où il vit, jusqu'à Paris pour le rencontrer et pour se dire, tiens, est-ce que ma maman n'est pas en train de faire une bêtise? Et puis très vite, il a réalisé que ces craintes-là ont été balayées, parce que Mohamed est un jeune garçon charmant qui à ce moment-là, n'allait pas bien du tout et avait juste besoin d'aide, quoi. Et alors, il y a des couples aussi qui poussent les murs chez eux, qui ont déjà 3 enfants. Alors, je pense à ce couple Cédric et Amandine. Saint-Étienne, Mathieu. Oui, tout à fait. 3 enfants et puis une maman bénévole dans une association d'aide aux mineurs isolés et étrangers. Et puis un soir, l'un d'eux n'a plus de place dans cette association pour dormir, et donc elle décide, dès le lendemain, je crois, de l'héberger. Alors, elle demande l'avis à la famille, un conseil de famille, et elle demande un petit peu... démocratique. Démocratique. Et les enfants, un peu étonnés, et disent oui. Et puis d'abord Lamine, et puis ensuite Djibril est arrivé, et donc ils se sont retrouvés à 7 dans cette petite maison, et à s'organiser pour que tout aille bien. Et vous l'appelez la maison du bonheur, en fait. Oui, je l'appelle la maison du bonheur, parce qu'en fait j'ai été frappée par la tendresse qui rayonnait dans cette maison-là. Le fait d'accueillir ces jeunes-là, ça a fait du bien à tout le monde. D'abord aux parents qui ne se sentaient pas bien vis-à-vis de la situation et du traitement réservé aux demandeurs d'asile, et puis là particulièrement à ces enfants, parce qu'ils avaient 15 ans et 16 ans, on parle quand même d'enfants. Et puis les enfants ont fait un bond de maturité. Aujourd'hui, à l'école, ils peuvent dire qu'ils savent ce que cela signifie de traverser la Méditerranée dans un bateau pneumatique. Ils savent situer la Libye, ils savent situer la Guinée, le pays de Lamine et Djibril, et tout un tas d'autres choses. C'est presque un projet éducatif. Absolument. Oui. Alors, vous faites tomber les idées reçues sur la typologie de l'accueil, mais aussi sur le déclassement des migrants, dont on parle assez peu. Oui, absolument. Il y a eu une étude très, très sérieuse sur l'archéologie des migrations, qui est parue au sujet de l'année 2015, au plus fort de l'arrivée des exilés. Parmi les 200 000 personnes qui sont arrivées par ici, 65% avaient le niveau bac ou un diplôme universitaire. 65%, vous voyez. Donc, cela bouscule toutes les idées reçues, effectivement, sur la migration. Les migrants ne sont ni des analphabètes, ni des miséreux, comme on a peu tendance à le penser pour toute cette population. Alors, ce que vous dites aussi dans votre livre, et ça, c'est important de le pointer, c'est que c'est très important de passer par une association, finalement. Alors là, vous pointez beaucoup d'initiatives presque nées de l'instinct, d'un instinct très de fraternité, mais vous dites...
malgré tout, passer par une association, ça a ses avantages. Oui, pour héberger, avec Cédric, mon mari, on s'est lancé dans l'accueil un petit peu comme des aventuriers, des baroudeurs de l'accueil. Et puis, c'est vrai qu'au bout d'un moment, on n'arrivait pas à mettre de date de fin, à dire à Abdelhak, bon, bah, maintenant, voilà, il faudrait qu'on récupère notre chambre ne serait-ce que pour moi, parce que j'avais un bureau, en fait, dans cette chambre que j'ai déplacée. On n'arrive pas à mettre de date de fin. Et je conseille, oui, de passer par une association parce que les choses sont expliquées au départ. Et puis aussi pour la personne qui est hébergée, elle sait où elle arrive, elle sait pour combien de temps elle arrive. Et puis comme ça, les hébergeurs sont un petit peu mis au courant de ce qui pourrait se passer. On va citer quelques sites, notamment hébergement à Paris pour l'OFPRA et la CNDA. Oui. Donc on peut aussi faire de l'accueil à sa mesure, c'est-à-dire héberger pour une nuit. Ces migrants qui viennent passer en fait un entretien donc à l'OFPRA. Oui, tout à fait. Il suffit d'aller sur les réseaux sociaux, sur Facebook, effectivement, hébergement OFPRA et CNDA. Et là, c'est une citoyenne, une maîtresse d'école qui a créé ce site-là. Et effectivement, tous les soirs, c'est un peu une bourse de l'accueil, de l'hébergement. Des annonces sont postées, des annonces qui sont parfois postées par des travailleurs sociaux en région, qui ont une personne avec eux qui ne sait pas où dormir à la veille de ce grand rendez-vous qui est celui de... Qui est quasiment un interrogatoire, donc voilà, c'est vrai qu'il faut être en forme. Et donc, des citoyens hébergent. Et ça, c'est très simple. On peut effectivement aider. Alors, il y a aussi Accueil d'un réfugié dans ma famille et dans mon cœur sur Facebook. On peut aussi citer Calm, donc CALM comme à la maison, donc là c'est Singa, ou Droit à l'école. Alors ça, droit à l'école, c'est aussi essentiel parce que ça permet une véritable intégration par la langue. Elle commence par là, l'intégration. Lorsque l'on a accès aux rudiments et aux bases du français, cela permet notamment de comprendre un petit peu les dossiers administratifs et puis de se faire comprendre aussi, effectivement. Oui, droit à l'école, ils font un travail formidable et je sais qu'ils sont toujours à la recherche de bénévoles. Donc, si on se dit qu'on ne peut pas héberger pour tout un tas de raisons, on peut aussi donner des cours de français, on peut participer à des maraudes, distribuer de l'alimentation et se rendre compte qu'il y a un maillage assez impressionnant en France de citoyens qui le font déjà. Ouais. Alors vous parlez un peu aussi de la fin de l'État-providence, mais il y a de l'espoir avec l'initiative d'Anvita qu'on peut citer. Oui. Il s'agit de l'Association des villes et des territoires accueillants, qui a été fondée notamment par Damien Carême, qui était le maire de Grande-Synthe au moment de l'arrivée en nombre d'exilés à Calais et à Grande-Synthe. Il est député européen aujourd'hui et il continue à œuvrer pour finalement que les villes puissent prendre leurs responsabilités et se déclarer accueillantes. C'est-à-dire et se départissent de l'État. En tout cas, leur objectif, c'est de faire de la pédagogie auprès de la population parce que beaucoup de choses se jouent là pour aujourd'hui avoir un débat plus apaisé sur cette question des migrations, informer la population, qu'est-ce qu'un demandeur d'asile, qu'est-ce qu'un réfugié. Non, ils ne viennent pas voler votre pain, enfin voilà, avec des faits et des chiffres, la pédagogie et puis ensuite, malgré tout, pousser l'État à répondre à ses obligations en matière d'hébergement de ces personnes. Parce que lorsque l'on est en demande d'asile, l'État français doit fournir une solution d'hébergement. Il y a bien évidemment des défaillances parce que l'on manque de solutions d'hébergement. Le problème est complexe, j'en ai bien conscience. Alors, le problème est très complexe, on pourrait en parler pendant des heures, mais moi je vous invite vraiment à lire ce livre, Carnet de solidarité, donc toutes ces poches de solidarité qui posent vraiment les jalons d'une société bienveillante. Oui. Merci beaucoup Julia pour ce témoignage.